Depuis le débarquement en Normandie, les Allemands ont perdu, en l'espace de 6 mois, près d'1 million d'hommes. Le général Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe, n'a-t-il pas parié avec le maréchal Montgomery que la guerre serait terminée avant Noël 1944 ? Mais à l'automne, Eisenhower semble devoir perdre son pari, car Hitler a regroupé les restes de la Wehrmacht pour stopper la marche des Alliés sur l'Allemagne. En effet, Hitler, cet homme démoniaque responsable de l'extermination de millions de Juifs, n'en est pas moins un stratège. Il l'a prouvé lors des campagnes victorieuses du début de la guerre. Il a conçu à lui seul un plan pour endiguer les forces alliées. L'idée a germé dans son esprit à la fin du mois de juillet 1944, au moment où les Alliés avancent sur Paris et que sur le front Est, les Russes déciment les armées allemandes. Il consacre le reste de l'été à réfléchir, mais le choix des moyens se réduit, tel une peau de chagrin. Après 5 années de guerre, l'armée allemande a été amputée de plus de 3 millions d'hommes. En août 1944, la quasi-totalité de la France est libérée. Au sud, Rome est tombée et les forces alliées progressent en direction des Alpes. Mais Hitler est loin d'être battu. Dans son esprit, et c'est en partie vrai, le pays dispose encore de ressources considérables à jeter dans la bataille. Près de 10 millions d'hommes peuvent être engagés. Il n'y a pas que des vieux ou des adolescents parmi eux. D'importants éléments bien structurés des Waffen-SS demeurent de redoutables unités de combat. Pilonnés de nuit par les bombardiers britanniques et de jour par la 8e armée de l'air américaine, les usines allemandes n'en produisent pas moins des quantités records de munitions. Hitler mise sur sa dernière génération d'armes miracles. Il soutient que les nouveaux chasseurs à réaction de la Luftwaffe vont débarrasser le ciel de l'aviation alliée, alors que les V1 et les V2 réduiront à néant les villes anglaises. Hitler ne gagnera peut-être pas la guerre à l'ouest, mais s'il peut clouer au sol les Américains et les Britanniques, il pourra concentrer ses troupes sur le front de l'Est, théorie plausible, mais le temps presse pour l'Allemagne. De leur côté, les Alliés ne sont pas invulnérables. Cherbourg, principal port de ravitaillement, demeure à près de 500 km du front. Munitions, couverture, nourriture, tout est acheminé par camion. Les convois de l'intendance procèdent du miracle et les Alliés commencent à souffrir de pénurie. Faute de carburant, les blindés piétinent en mains endroits. Des facteurs qu'Hitler prend en compte. Il confie ses projets au dernier carré d'officiers généraux qui lui restent fidèles et en qui il a confiance. Avec leur décodeur Enigma, les services de renseignements alliés peuvent décrypter les codes ennemis. Mais cette fois-ci, comme Hitler ne transmet même pas les directives à son état-major, les Alliés ne peuvent rien intercepter. Hitler s'interroge. Attaquer les forces russes aurait de minces résultats et ne ferait qu'alourdir le bilan des pertes allemandes. Au demeurant, les Russes semblent disposer d'inépuisables réserves humaines. Lancer une offensive en Italie n'allégerait guère les pressions exercées sur le front ouest. L'urgence est de repousser les Alliés qui sont aux portes de la Ruhr. Hitler, en fait, n'a guère le choix. S'il se borne à ordonner de se battre jusqu'au dernier homme, la ligne Siegfried sera inévitablement enfoncée.
Il lui faut contre-attaquer pendant que la Wehrmacht dispose encore de ressources. Une fois son plan établi, Hitler nomme le maréchal von Rundstedt pour qu'il l'exécute. Vénérable combattant de 70 ans, Rundstedt n'apprécie pas particulièrement Hitler, mais ses troupes le respectent. Sa mission, préparer la défense de la ligne Siegfried. Militaire rigoureux, Rundstedt n'est pas porté à s'écarter des plans établis. Hitler ordonne la mise sur pied de 25 divisions, une tâche considérable. Les personnels militaires qu'Hitler qualifie de « tir au flanc de l'arrière » sont affectés dans des unités combattantes. La tranche d'âge mobilisable s'étend maintenant aux hommes de 16 à 60 ans. Les soldats affectés sur des fronts moins menacés sont envoyés dans la région de la ligne Siegfried. Ces nouvelles unités sont composées de 10 000 hommes au lieu des 17 000 réglementaires que comptent les divisions allemandes régulières. En contrepartie, un plus grand nombre de soldats est équipé d'armes à tir ultra rapides. Leurs performances s'avéreront meurtrières. Ces renforts disposent aussi de nombreux Panzerfausts ou armes anti-chars portatives. Hitler ordonne aussi la création de 10 brigades de panzer dotées chacune de 40 chars, y compris du Panther, un nouveau char moyen, et du Tigre royal, un monstre de 68 tonnes. Dans les combats de duel, les Shermans alliés n'ont pas l'avantage face à ces mastodontes. 16 septembre 1944, Hitler annonce ce qui peut être considéré comme sa dernière initiative de guerre. Son plan est le suivant. La Wehrmacht, massée derrière la ligne Siegfried, attaquera à travers la forêt des Ardennes et s'emparera du port d'Anvers en Belgique. Choqués, mais habitués à ces rodomontades, ces généraux l'écoutent attentivement. Ce plan n'est pas totalement dénué de sens. La distance séparant les lignes allemandes du port d'Anvers n'est que de 160 km environ. L'attaque principale est prévue contre un secteur où les forces américaines, clairsemées, affaiblies, disposent de troupes fraîches, mais sans expérience, et de combattants aguerris, mais fourbus. L'offensive vise à enfoncer un coin entre le gros des armées britanniques et canadiennes au nord et les forces américaines au sud. Anvers est tombé le 9 septembre, mais l'estuaire de l'Escaut, long de 95 km reliant le port à la mer, est encore aux mains des troupes allemandes. Durant les longues semaines qui ont précédé sa décision, Hitler a ordonné à ses hommes de tenir les rives de cet estuaire coûte que coûte. Cette décision a pour effet d'immobiliser les Alliés sur le littoral. Et si les Panzers réussissent à foncer sur Anvers, l'armée britannique de Montgomery sera prise dans une souricière. Hitler évoque déjà la perspective d'un autre Dunkerque. Une telle catastrophe, suppute-t-il, empêcherait pendant des mois les Britanniques et les Américains d'envahir l'Allemagne, lui donnant ainsi le temps de compléter son arsenal d'armement miracle. C'est au travers de la forêt des Ardennes que les Allemands avaient lancé leur campagne éclair qui avait pulvérisé le front allié en 1940, et c'est au même endroit qu'Hitler décide de contre-attaquer 4 ans plus tard. Mais la grande différence entre 1940 et 1944, c'est que la Luftwaffe est pratiquement détruite. Göring n'en promet pas moins qu'elle fournira aux attaquants une couverture de 1500 avions. Hitler prévoit que les préparatifs prendront de 6 à 8 semaines. L'offensive aura donc lieu en plein milieu de l'hiver. Le mauvais temps saisonnier paralysera les sorties de l'aviation alliée et la privera de moyens de contre-attaque rapide. Le programme est en place. Le nom de code retenu, Wacht am Rhein. La garde sur le Rhin vise à tromper les Alliés et à conforter leur impression que les efforts de défense allemands seront concentrés derrière la ligne Siegfried. 4 divisions Panzer SS, spécialement choisies, constitueront le fer de lance de l'attaque. Hitler est convaincu de leur loyauté et subjugué par leur performance. Il ne sera pas déçu par leur fanatisme. Il prévoit en outre une trentaine de divisions, dont un tiers de Panzer.
Alors que Hitler et son état-major font leurs préparatifs, les Alliés ne s'attendent guère à ce que les Allemands lancent une offensive. La guerre d'usure se poursuit à l'ouest, mais à un rythme beaucoup plus lent. La percée en Normandie, la marche sur Paris et sa libération en août ont mis à rude épreuve les hommes et le matériel. Tous aspirent à la fin de la guerre, depuis Eisenhower et Montgomery jusqu'aux GIs et aux Tommies. Les Allemands ne semblent plus en mesure de pouvoir orchestrer une opposition farouche. Il y a certes encore des poches de résistance un peu partout, mais la Wehrmacht donne surtout l'impression de se terrer derrière la ligne Siegfried, attendant l'assaut final. Les Alliés ont désespérément besoin de reprendre souffle. L'ouverture du port d'Anvers est indispensable. L'estuaire de l'Escaut continue d'être défendu par 67 canons de la marine et des milliers de soldats allemands. Eisenhower souhaite que Montgomery réduise ce goulet d'étranglement. Le maréchal britannique ambitionne un projet plus grandiose, celui de larguer 3 divisions de parachutistes à l'arrière des lignes allemandes pour établir une tête de pont sur le Rhin et ouvrir un couloir en Allemagne. L'opération est baptisée Market Garden. 24 heures après l'annonce par Hitler de son plan, Montgomery passe à l'action. La première division aéroportée britannique saute à la verticale d'Arnhem et de son célèbre pont. Ce que le renseignement allié ignorait, c'est que 2 divisions de Panzer venaient d'arriver dans la région pour une période de repos. La bravoure et la farouche résistance des paras appartiennent à l'histoire, mais dotés d'armes légères et inférieures en nombre, il était exclu qu'ils puissent avoir le dessus. 3/4 des 10 000 hommes de cette division aéroportée sont tués, blessés ou capturés. Franchir le Rhin ne sera pas facile. L'Allemagne, semble-t-il, va devoir être conquise kilomètre par kilomètre. Malgré ce désastre et les problèmes de ravitaillement posés par les acheminements terrestres depuis Cherbourg, les Alliés n'en continuent pas moins de progresser. Aix-la-Chapelle, leur prochain objectif, se trouve en Allemagne même. La guerre terrestre va enfin pouvoir se dérouler sur le sol ennemi. Siège du Saint-Empire romain germanique, lieu de résidence de Charlemagne, Hitler veut sauver cette ville, ou du moins faire en sorte qu'elle soit détruite avant qu'elle ne tombe aux mains des Britanniques et des Américains. En octobre, le 7e corps d'armée du général Collins, relevant de la première armée américaine, l'attaque. Les Allemands la défendent pied à pied. L'aspect psychologique de la bataille d'Aix-la-Chapelle transcende sa valeur stratégique. Des questions d'honneur et d'amour-propre sont en jeu. Les Américains sont aussi fermement décidés à s'en emparer que les Allemands de les en empêcher. Après 8 journées de combats acharnés, maison par maison, la ville tombe aux mains des Alliés le 21 octobre. Aix-la-Chapelle est en ruine, les Allemands ont perdu la bataille, mais le combat n'a pas été inutile. Il a permis à Hitler de gagner un temps précieux. Le Führer a cependant besoin de plusieurs autres semaines pour être fin prêt dans les Ardennes. Les troupes allemandes, entre-temps, se battent le long de l'estuaire de l'Escaut et participent au blocus d'Anvers. Des unités de la première armée canadienne, appuyées de commandos britanniques, reçoivent l'ordre de venir à bout de ce bastion. Les Allemands ont inondé les bas-fonds. Avancer dans la vase est presque impossible. Graduellement, l'ennemi lâche prise, les combats cessent. 41 000 Allemands sont faits prisonniers. Bilan du côté canadien, 13 000 victimes. Le port d'Anvers, dont l'accès était si précieux, va enfin être ouvert. La stratégie alliée est simple désormais, elle consiste à repousser les Allemands. La prochaine campagne est livrée dans la forêt du Hürtgen, au bois dense qui barre l'accès à la Rhénanie et à Cologne. Le cadre de ces espaces boisés inhospitaliers va donner à Hitler les dernières semaines nécessaires à la réalisation de son calendrier militaire. Les Allemands sont bien retranchés, le temps est abominable. Les Américains subissent des pertes cuisantes. Elles sont pires du côté allemand, 80 000 morts. Tel est le prix des positions cédées aux Américains. Hitler a acheté le temps dont il avait si désespérément besoin avec le sang de ses soldats. Les Alliés veulent s'accorder un temps de répit dans le Nord. Noël est proche, les hommes ont besoin de repos. Les Ardennes sont parfaites pour organiser la pause. La vie quotidienne des GIs s'améliore. En Allemagne, les gens vivent dans les abris pour échapper aux vagues constantes de raids aériens. Noël sera sinistre.
Les préparatifs de la grande contre-attaque envisagée par Hitler entrent dans leur phase finale. Elle aura lieu le 16 décembre. Les prévisions météo sont mauvaises, donc idéales pour Hitler. Le réseau ferroviaire allemand demeure curieusement intact en dépit des incessants raids aériens. Il va assurer le redéploiement des troupes stationnées à la lisière du Reich. Des milliers de tonnes de fournitures vont être puisées dans les dernières réserves dont disposent les Allemands. Les carburants revêtent une importance cruciale pour les blindés et les camions. Sans un ravitaillement assuré, les Panzers ne pourront pas se ruer sur Anvers, même si des victoires sont remportées sur le champ de bataille. Malgré les activités ralenties par l'hiver, Eisenhower veut maintenir les pressions sur les lignes allemandes. Ses forces sont déployées le long de deux grands axes. Au nord, essentiellement aux Pays-Bas, se trouve le 21e groupe d'armée du maréchal Montgomery, composé des 2e et 21e armées britanniques et de la 1re armée canadienne. À l'extrême sud, la 7e armée américaine et la 1re armée française, principalement en Alsace. Au centre, le 12e groupe d'armée du général Bradley, sa 9e armée près d'Aix-la-Chapelle et sa 3e armée en Lorraine. La 2e division américaine, après la bataille d'Aix-la-Chapelle, s'enfonce en Allemagne et attaque le long de la ligne Siegfried à la pointe nord des Ardennes. Tout au long des 137 km du front, comme Hitler s'y attend, les défenses demeurent légères. La 99e division est stationnée au nord, la 106e, le 14e régiment de cavalerie et des éléments de la 28e division au centre. Au sud se trouvent les 4e et 9e divisions blindées et la 28e division. Les hommes de la 99e et de la 106e division n'ont pas encore reçu le baptême du feu. Ceux de la 28e et de la 4e, vétérans des récents combats acharnés dans la forêt de Hürtgen, ont bien mérité leur repos. Les effectifs américains totalisent 83 000 hommes environ. En phase 2 se cachent les forces d'attaque allemandes, soit quelques 300 000 hommes, 1900 pièces d'artillerie, près d'1 millier de chars et de canons autotractés. L'attaque sera principalement menée par la 6e armée de Panzer du général SS Dietrich, en qui Hitler a toute confiance. Les ordres du Führer sont précis. Opérer une percée dans le secteur nord des Ardennes, se diriger vers la Meuse, s'emparer de Liège et mettre le cap sur le port d'Anvers. La 5e armée de Panzer, commandée par le redoutable général von Manteuffel, attaquera au sud des positions occupées par Dietrich. Autre consigne, neutraliser les carrefours d'importance vitale que sont les villes de Saint-Vith et Bastogne. Franchir la Meuse près de Namur, puis progresser vers Bruxelles. Les deux groupes d'attaque bénéficieront sur leur flanc de la protection de deux armées. Le jour J arrive pour les Allemands. Hitler saisit le moment pour évoquer les gloires du passé. C'est aussi sa dernière chance de victoire. « 16 décembre 1944, 5h30 du matin, les Allemands attaquent le front des Ardennes. Les Américains se précipitent hors de leur tente à la recherche d'un abri. Le barrage d'artillerie dure près d'1 heure. La veille, des bruits de véhicules allemands avaient été interprétés par ceux qui les avaient repérés comme un mouvement de relève de troupes. Certes, il aurait pu s'agir de signes annonciateurs d'une attaque, mais après tout, on était dans les Ardennes. Les Allemands, tout le monde le savait, ne pouvaient pas monter une attaque dans une telle zone. Maintenant, la preuve du contraire se matérialise et les GIs vont vite en avoir le cœur net. Les Allemands enfoncent les lignes américaines. Ils contournent les poches de résistance. Les Bleus de la 106e division américaine, arrivés 5 jours plus tôt, deviennent en quelques minutes des vétérans. Le QG de la division installée à Saint-Vith va être le théâtre d'une terrible bataille. Tout le monde y prend part. Cuisiniers, boulangers, secrétaires. Critère,
savoir tirer à la carabine M1 ou à la mitrailleuse. Les Allemands semblent omniprésents. Attaqués de front par les Allemands, les Américains refusent de céder un pouce de terrain. Même si certains ont déserté leur poste ou battu en retraite, la plupart ont tenu bon. La soudaineté de l'attaque laisse peu de temps pour déterminer la gravité de la situation. Les communications sont rompues, les unités sont isolées. Au plus haut niveau de la chaîne de commandement, l'incertitude plane. Sans écarter la thèse d'attaque locale, au fur et à mesure qu'avance la matinée, l'idée d'une offensive allemande d'envergure demeure toujours peu probable. Les généraux Eisenhower, Montgomery et Bradley sont pris de court. Le général Bradley, dont le QG est situé à 38 km des lignes allemandes, est attendu au PC d'Eisenhower. Quand il y arrive, la situation s'est clarifiée. Il est indiscutable que les Allemands attaquent en force. La 3e armée du général Patton, déployée dans le sud des Ardennes, se prépare à attaquer la Sarre. Pour Bradley, l'attaque des Allemands dans les Ardennes pourrait donc être une manœuvre de diversion destinée à contrecarrer l'offensive projetée. Pour Eisenhower, il s'agit de beaucoup plus qu'une simple manœuvre de diversion. C'est pourquoi le commandant en chef cherche à consolider le front des Ardennes trop dégarni. Les ressources à sa disposition sont minces. Les 82e et 101e divisions aéroportées sont cantonnées à Reims, non loin du front, mais les survivants de la débâcle qu'a été l'opération Market Garden ont besoin de repos. La 7e division blindée est stationnée près d'Aix-la-Chapelle et la 10e est déployée avec l'armée de Patton dans le sud. Eisenhower envoie 2 divisions en renfort sur le front des Ardennes, mais à ce stade, son état-major et lui-même ignorent que la situation devient rapidement désespérée pour ceux qui s'efforcent de stopper l'avance allemande. Débordés, ils reculent. Entre-temps, Hitler pousse un nouveau et sinistre pion sur l'échiquier. Une brigade spéciale opère en commando à l'arrière des lignes américaines. Sa mission, semer la confusion en se faisant passer pour des Américains. Le célèbre lieutenant-colonel Otto Skorzeny dirige le commando. Hitler l'admire pour avoir monté l'audacieuse opération qui, en 1943, a permis à Mussolini de s'évader de la prison où le dictateur déchu était incarcéré. Skorzeny dispose de 3500 hommes, de quelques véhicules, d'uniformes et d'armes de fabrication américaine. Le facteur temps est capital pour la Wehrmacht. Or, des actes individuels de bravoure au sein de détachements américains perturbent la progression du rouleau compresseur allemand. Il y va de la survie des jeunes GIs qui font le coup de feu sur des chemins de campagne. Ce matin-là, une section de 18 hommes de la 99e division qui tient une colline près du village de Lanzerat parvient à immobiliser une colonne allemande de quelques 200 hommes. Ayant épuisé leurs munitions, ils se rendent. Cependant, les Allemands viennent de perdre une journée, un luxe qu'ils ne peuvent plus s'offrir. Les chevaux des routes qui sillonnent les Ardennes posent un problème majeur, aussi bien aux Américains qu'aux Allemands. La région se prête mal, en effet, à un vaste déplacement de forces mécanisées. Les routes sont embouteillées par les Allemands qui veulent avancer, et du côté américain, la situation est encore plus confuse. Certaines unités se replient et soulèvent la colère de ceux qui les croisent, en montant vers le front pour affronter les Allemands. Dans la plupart des cas, cependant, ces replis se justifient. La mission est de se battre, donc de freiner l'avance allemande, de se replier, puis de contre-attaquer. S'il ne s'agit peut-être pas vraiment d'une retraite, l'effet est identique. La Wehrmacht progresse au fur et à mesure que les Américains se retirent. La première journée de bataille prend fin, les Allemands n'ont pas avancé autant que prévu, mais ils ont opéré de profondes incursions tout au long du front américain. Le saillant devient plus prononcé.
Le haut commandement allemand flaire une grande victoire. Le 17 au matin, l'offensive allemande se poursuit. Après 24 heures de combat, le saillant s'élargit un peu plus. Les Allemands s'enfoncent profondément dans le secteur central du front américain. Par contre, dans le nord des Ardennes, la crête d'Elsenborn, où se sont repliées la 2e et la 99e division, offre une ligne de défense naturelle et les unités américaines ne lâchent pas prise. Dans l'intervalle, les hommes épuisés de la 82e et de la 101e division aéroportée reçoivent l'ordre de gagner Bastogne dans le centre des Ardennes. Dans le nord-ouest, des renforts de la 7e division blindée parviennent à Saint-Vith juste avant l'arrivée des Allemands. Cet important croisement routier est le théâtre d'âpres combats. Les Américains tiennent bon, mais au prix de pertes considérables. Les Allemands se battent aussi avec acharnement, certains sauvagement, en particulier les SS. Les Américains constatent dévisus les formes que peut prendre le fanatisme nazi. L'attaque dans le secteur septentrional par la première division de Panzer SS a pour fer de lance le 1er régiment de Panzer, commandé par le lieutenant-colonel Joachim Peiper. Cet officier de 32 ans s'est taillé la réputation en Russie de réduire des villages en cendres avec tous leurs habitants, d'où son surnom de chalumeau. Peiper n'a pas l'intention d'abandonner ses méthodes dans les Ardennes, ne serait-ce que pour glacer d'effroi les troupes américaines qui lui font face. Depuis le début de la bataille, les SS cherchent à résoudre un problème grave, celui de leur ravitaillement en essence. Il est donc vital qu'ils puissent s'emparer des dépôts de carburants américains pour maintenir leur lancée. Peiper ordonne à ses hommes d'ignorer tout obstacle et d'éliminer tout ce qui les gêne sur leur route. Un ordre obéit à la lettre. Frustré d'avoir été ralenti à Lanzerat par l'acte de bravoure d'une section de la 99e division d'infanterie, les SS vont chercher à se venger. Tôt dans la matinée du 17 décembre, les lignes américaines offrent une image de chaos. Les troupes continuent de se replier dans le désordre alors que des unités avancent en sens inverse. C'est le cas d'une batterie du 285e bataillon d'artillerie de campagne qui, par inadvertance, croise les SS de Peiper. Complètement débordée, insuffisamment armée, elle est rapidement encerclée. Une centaine d'hommes sont capturés. Ils sont dépouillés de leurs rations, de leurs vêtements chauds, de leurs cigarettes. Une fois désarmés, les SS les expédient dans le champ voisin, puis ouvrent le feu. Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Circulant parmi les morts et les mourants, ces SS achèvent les blessés. Les bourreaux frôlent plusieurs hommes qui font le mort. L'acte ignoble commis par les SS est vite connu. Les combattants américains des Ardennes n'oublieront pas le massacre de Malmedy. Ce n'est pas une simple bavure de guerre, c'est d'un crime qu'il s'agit. Les méthodes du commando Skorzeny ne sont pas moins brutales. Au début, le port d'uniformes américains lui a facilité l'infiltration à l'arrière. Il abat des GIs de sang-froid pour se procurer des tenues supplémentaires, coupe les lignes de communication, inverse les poteaux indicateurs, déroutant les Américains qui montent au front. Dans la confusion, quelques 150 Allemands anglophones arrivent à se faire passer pour des Yankees. Ils disposent d'une quarantaine de jeeps. La pagaille qu'ils sèment est énorme. Dès que circule le bruit de la présence de Boches déguisés en soldats américains, tout le monde devient suspect.
Les barrages routiers sont improvisés. Les GIs sont sommés de nommer des capitales d'État, des champions de baseball et autres menus détails que chaque Américain est censé connaître par cœur. Plus d'un GI est arrêté pour ignorer le nom correct d'équipe sportive. Même le général Bradley subit l'interrogatoire d'un militaire en armes. Les Allemands parviennent à atteindre les rives de la Meuse, mais sans appui logistique, ils ne peuvent poursuivre leur offensive. Les équipes infiltrées sont l'une après l'autre abattues ou capturées. L'une d'elles parvient à jeter un froid au QG du commandement suprême, affirmant qu'elle avait pour mission de se rendre à Paris pour assassiner Eisenhower. Une onde de choc se répand dans la chaîne de commandement, la sécurité rapprochée du général est renforcée. Prise au sérieux pendant quelques jours, la menace est à verser au compte d'une politique allemande de désinformation. Considérées comme espions, les équipes arrêtées finissent toutes devant un peloton d'exécution. À cet échec s'ajoute celui d'une opération aéroportée allemande. Largués loin de leurs objectifs, les commandos du colonel von der Heydt ont été rapidement liquidés et ils ne purent donc accomplir leur mission qui était de créer un barrage afin de retarder l'arrivée de renforts alliés venant du nord. Par contre, de simples détachements américains ont sensiblement influé sur l'issue de la bataille. Un exemple, celui d'une section de 14 hommes du 291e bataillon de génie. Au début de l'offensive, les Allemands semblaient se déplacer tous azimuts. Fer de lance, les SS du colonel Piper conservaient l'initiative sur le front septentrional. Après le massacre de Malmedy et l'abandon en plein champ de morts et de mourants, ils poussent une pointe le long de l'Amblève en direction de Stavelot. À dessein, Stavelot offre un intérêt crucial à cause de la proximité d'un énorme dépôt d'essence américain. Ce carburant, les Allemands le convoitent. Stavelot est peu défendu, Piper l'ignore. La nuit tombe, 14 hommes du 291e ont barré et miné le virage qui conduit à la ville. Les Américains disposent en tout et pour tout de leurs armes personnelles, d'un bazooka et d'une mitrailleuse pour affronter cette colonne allemande. Faute d'effectifs, une seule sentinelle est postée pour guetter les Allemands. Bernard Goldstein, simple soldat. Les chars SS se rapprochent de lui. Arrivés à quelques mètres, Goldstein leur crie « Halte !» Surpris, les Allemands ouvrent le feu. Un char tire pratiquement à bout portant, manque Goldstein qui est simplement assommé. Les hommes de la section ripostent en utilisant leur bazooka. L'un des chars de tête est endommagé. Dans l'obscurité, les Allemands se demandent sur quoi ils sont tombés. Ils en déduisent que les forces auxquelles ils se heurtent sont importantes. Et en fait, il ne s'agit que de 14 sapeurs animés d'un grand courage. Les Allemands repèrent les phares de camions américains dans le village et croient qu'il s'agit de renforts. En réalité, les Américains se préparaient à se retirer. Piper et ses panzers, au pourrait s'y vanter, hésitent. Ces hommes sont éreintés. Inutile de poursuivre la bataille ce soir. L'erreur lui sera fatale. Il aurait pu aisément franchir le barrage routier, puis l'Amblève et entrer dans Stavelot. Piper attend l'aube pour reprendre l'offensive. Trop tard. Une compagnie de renforts, accompagnée d'une section dotée d'armes anti-chars, est arrivée à 3 heures du matin à Stavelot. Les Américains donnent du fil à retordre à Piper avant qu'il s'empare de la ville. La petite bataille est brève, mais suffisamment longue pour retarder les Allemands. Terrassés, les défenseurs sont contraints d'abandonner la partie. En attendant, depuis le premier accrochage de ses blindés avec le soldat Goldstein, Piper a perdu au total 12 précieuses heures. Ces hommes prennent leur revanche sur la ville. 101 civils belges, hommes, femmes et enfants, sont massacrés par les SS.
Les Américains aménagent de nouvelles positions. Ils détruisent un pont vital proche de 3 ponts et font exploser une partie de leur dépôt de carburant juste à l'approche des Panzers. Ils scellent le sort de la colonne de Piper. Percer ici lui aurait permis d'accéder à la Meuse, à Anvers et au-delà. Il n'y parviendra pas. Ses approvisionnements s'épuisent, ses SS se battent pour rester en vie. Ils sont pris au piège. Bloqué dans toutes les directions par les renforts américains, Piper ne dispose plus que de 800 hommes sur 5000 au départ. Abandonnant leurs véhicules, les SS regagnent à pied les lignes allemandes. L'échec de Piper se traduit par un coup d'arrêt pour l'ensemble de la 6e armée de Panzer dans le nord des Ardennes. Les Allemands doivent maintenant veiller à la protection de leurs flancs. Alors que les troupes de Piper saccagent la campagne, les 106e et 28e divisions subissent les coups de boutoir de la 5e armée du général von Manteuffel. La Schneeeifel et son terrain accidenté à l'est de Saint-Vith est le théâtre de féroces combats. La 106e division est pratiquement anéantie. Quelques 7000 hommes sont faits prisonniers. Plus au sud, sur une ligne défensive située à l'est de Wiltz, la 28e division est également décimée. Ce double et ultime sacrifice donne le temps à Eisenhower de consolider les défenses de 2 villes clés, Saint-Vith et Bastogne. C'est là que l'issue de la bataille des Ardennes sera décidée. Les actes individuels de bravoure de combattants américains aux premières heures de la bataille ne suffisent pas à stopper les Allemands. Les boys ne seront pas rentrés à Noël, à part les blessés. Les Américains acceptent l'idée de subir des pertes, mais refusent la défaite. Le 19 décembre, Eisenhower met au point un plan pour contenir l'hémorragie. Le maréchal Montgomery commandera le secteur nord, assumant temporairement le commandement de la 1e et de la 2e armée américaine du groupe d'armées du général Bradley. L'armée du général Patton attaquera sur le flanc sud. Montgomery déploie les chars du 30e corps d'armée du général Horrocks aux abords de la Meuse pour verrouiller le secteur en cas de poussée des Allemands. Ce dispositif permettra de les tenir en échec dans l'hypothèse où leur offensive vers le nord se poursuivrait. Saint-Vith est à la croisée de 6 axes routiers dont les Allemands ont besoin pour acheminer leur ravitaillement. La 5e division de Panzer contourne la ville. Son périmètre de défense large d'une 15aine de kilomètres bénéficie surtout du soutien de la 7e division blindée américaine. Quelques 22 000 hommes défendent ce secteur. Les pertes essuyées augmentent d'heures en heures. Le bilan au 22 décembre est de 6 000 morts, blessés ou prisonniers. Saint-Vith est abandonné sur ordre de Montgomery. Le coup est dur pour ceux qui ont opposé une farouche résistance aux Allemands. Mais leur redéploiement est nécessaire. Les Alliés doivent en effet regrouper leurs forces afin d'orchestrer une véritable contre-attaque plutôt que de tenir coûte que coûte sur place. Depuis que la bataille est engagée, les éléments, neige, brouillard, boue, sont des ennemis au même titre que les Allemands. Les hommes et leur matériel s'embourbent. Les ornières ralentissent les opérations de retrait. Le commandement s'arme de courage en vue de la longue marche qu'implique le repli sur de nouvelles positions. Un cadeau de Noël providentiel arrive pour les Américains. Les températures ont chuté. Le gel a durci la boue. Les camions et chars risquent de déraper, mais au moins ils roulent. Autre cadeau, le ciel est dégagé. Les pilotes de chasse de la 9e force aérienne américaine peuvent enfin décoller et mitrailler les chars allemands en rase-motte. Et ce, furieusement.
Les Allemands ne baissent pas pavillon. La chute de Saint-Vite leur a donné confiance. L'embranchement de Bastogne reste le seul obstacle à surmonter pour accéder à leur voie de ravitaillement. Si le froid sec et le temps clair privilégient les mouvements américains, c'est aussi vrai pour les Allemands. Les 11 000 hommes de la 101e division aéroportée ont été envoyés à Bastogne dans les premiers jours de la bataille pour éviter que la ville ne tombe aux mains des Allemands. Les parachutistes sont encore mal remis du fiasco de l'opération Garden Market sur Arnhem. Mais le choix de troupes disponibles était limité et la 101e division n'était qu'à 24 heures de route de Bastogne. Le général de brigade, Anthony McAuliffe, leur commandant provisoire, va les entraîner dans une bataille historique. Bastogne est maintenant presque enclavée dans le secteur tenu par les Allemands. La 101e subit leurs attaques répétées. Les colonnes allemandes fusionnent. Le 20 décembre au soir, Bastogne est investie par le 47e corps de Panzer du général von Ludwitz. Ses défenseurs sont peut-être encerclés, mais ne sont pas battus. Les salopards de Bastogne, le nom qu'ils se donnent, sont des paras coriaces. Ils ont l'habitude de sauter à l'arrière de lignes ennemies. Ici, la situation est quelque peu différente. Ils ont provoqué la colère du Führer qui réclame la prise de Bastogne. McAuliffe sait qu'une contre-attaque se prépare. La 101e tiendra bon, mais ce sera au prix d'un lourd tribut en vie militaire et civile. Les Allemands attaquent de toutes parts. Le 22 décembre, un détachement allemand muni d'un drapeau blanc est conduit au quartier général de McAuliffe. Un officier lui remet un pli exigeant la reddition de la division et celle de la ville. McAuliffe répond laconiquement « des clous ». Ne comprenant pas l'expression, les Allemands demandent une traduction. Le général américain leur répond « allez vous faire foutre ». Cette bravade, bonne pour le moral, n'éloigne pas pour autant les Allemands. La 101e rationne les munitions, les fournitures médicales s'épuisent. Il n'y a plus de morphine pour les blessés. Il est urgent que les secours arrivent. L'aube du 23 exauce le vœu, alors que la 7e DB se replie sur les routes gelées en dehors de Saint-Vite. Des fournitures de secours sont parachutées au-dessus de Bastogne. Les hommes de la 101e continuent de connaître l'enfer, mais au moins, ils ont suffisamment de munitions pour tenir. L'étau se resserre sur Bastogne. La ligne extérieure de défense est brisée. L'aviation américaine n'est pas la seule à faire des sorties. La Luftwaffe commence elle aussi à pilonner Bastogne, ajoutant aux souffrances des survivants qui s'abritent ou combattent dans ces ruines. Le siège se poursuit à la veille de Noël. De courageuses tentatives pour le briser en divers points du périmètre sont repoussées. Le jour de Noël, les combats sont encore plus féroces. Une colonne de chars allemands est à quelques 1600 mètres du QG de McAuliffe. Une autre fait brusquement volte-face pour s'en approcher. Déchaînés, les Américains ripostent et tentent un piège aux Allemands. Des chars américains taillent en pièces les éléments de pointe de la colonne. Un barrage de feu accueille les blindés qui s'approchent du QG de McAuliffe. Les Allemands ne prendront pas Bastogne le jour de Noël, ni après. Le lendemain, les premiers chars de la colonne de secours de Patton arrivent. Le siège est levé, mais la bataille des Ardennes est cependant loin d'être finie. Les SS de la 9e division de Panzer ayant contourné Bastogne se dirigent vers la Meuse. L'objectif est presque en vue. Ils sont à 10 km de la rivière. L'atteindre aurait eu un impact psychologique profond, aussi bien chez les Alliés que chez les Allemands. Le sort en décide autrement. Ils n'iront pas plus loin que Celle. Les forces de Montgomery au nord et l'armée de Patton au sud vont continuer de bouter l'ennemi hors du saillant.
Mais les Allemands ne lâcheront pas facilement leur proie. Ils se défendent aussi âprement qu'ils attaquent. De nombreux autres hommes périront de part et d'autre dans le vent glacial qui balaye les collines et les forêts des Ardennes. Hitler continue d'être habité par son rêve. Le jour de l'an, la Luftwaffe attaque massivement sur toute l'étendue du front ouest. Elle effectue des centaines de sorties contre les champs d'aviation alliés. Plus de 200 appareils sont mis hors de combat. Mais cette offensive sonne aussi le glas des forces aériennes allemandes. Elles perdent 300 avions et un nombre presque égal de pilotes qui ne pourront pas être remplacés. Plus au sud, en Alsace, Hitler lance une attaque de diversion. Son but, menacer Strasbourg récemment libéré. Mais grâce à la volonté du général de Gaulle, qui s'oppose à l'abandon de la capitale alsacienne et à l'action du général Delattre de Tassigny à la tête de la première armée française, l'offensive échoue. Janvier 1945, les Allemands reculent, même si les combats demeurent acharnés. Le 28 janvier marque la fin officielle de la bataille des Ardennes. Le bilan est lourd, les pertes américaines s'élèvent à 80 000 hommes, 10 000 tués, 23 000 disparus et 47 000 blessés. Les pertes allemandes sont de 100 000 hommes au total. La Wehrmacht, bien qu'amoindrie, demeure opérationnelle. La page des Ardennes est tournée, la ligne Siegfried demeure en place. Il va falloir franchir le Rhin, des semaines de rudes combats s'annoncent et des milliers de pertes supplémentaires de part et d'autre. Les chances d'Hitler de réaliser son objectif d'atteindre Anvers étaient aléatoires. Mais sans la résistance farouche d'une poignée de soldats au Luxembourg et en Belgique, durant ces abominables journées de décembre, les Panzers auraient peut-être réussi à gagner la Meuse. L'opinion publique américaine aurait peut-être alors contesté le leadership d'Eisenhower si le nombre des tués et des prisonniers s'était accru. Il est improbable qu'Hitler aurait obtenu une reddition, pas plus qu'il ne l'aurait demandé. En revanche, un retard de plusieurs semaines dans la marche sur le Rhin aurait bouleversé la donne dans l'Europe d'après-guerre. L'armée rouge était plus proche de Berlin que les Britanniques, les Français ou les Américains. Si l'Elbe avait été franchie par les Soviétiques, le rideau de fer aurait pu facilement s'amorcer en bordure du Rhin. Pareilles hypothèses n'effleuraient pas l'esprit des hommes qui tenaient tête aux Panzers, transis de froid, tenaillés par la peur et à court de munitions. En pleine bataille, on ne songe qu'à survivre. Mais presque instinctivement, on ne laisse pas tomber le camarade qui se bat à vos côtés. La force de ses liens a joué. La bataille des Ardennes a été témoin de sauve-qui-peut devant l'ennemi, mais aussi d'un nombre infiniment plus grand d'Américains qui ont défendu leur position et sacrifié leur vie. Comme l'avaient si souvent démontré leurs compagnons d'armes britanniques, les Américains ont prouvé à tout jamais que même acculés, ils ont le courage de persévérer en dépit des revers.